explication ou de ce voyage initiatique. Avant d'être un corps, avant d'être un nom, avant même d'être une histoire, il y a l'âme. Le tarot de Marseille peut être lu comme un récit sacré, celui du voyage de l'âme. Sa descente dans la matière, son expérience humaine et son retour à l'unité. Chaque carte est numérotée sauf une. Et cette carte-là, elle s'appelle le mât. Pour moi, et dans ce que j'ai appris, dans ce que j'ai entendu, elle symboliserait l'âme qui n'a pas encore de numéro, l'âme qui n'est pas encore incarnée, l'âme qui va prendre telle ou telle place ou tel numéro. C'est-à-dire que le mât peut visiter l'arcane, le battleur, comme tout autre arcane du jeu. C'est pour cela que je commence par le mât dans mon explication et mon voyage. Le mât représente l'âme avant la naissance, l'âme qui n'a pas encore de direction, qui n'est pas encore incarnée, ni définie. Le mât est l'âme libre, errante, hors du temps. Elle porte déjà une mémoire, mais elle ne sait pas encore ce qu'elle va devenir, ni quel sera son chemin. C'est vraiment l'âme avant de descendre sur terre, avant l'incarnation. Le mât commence son voyage en rencontrant le battleur, qui est l'arcane 1. Finalement, l'âme rentre dans la matière. Elle découvre le corps, les sens et les jeux de la vie. Si on regarde bien sur la table, on voit bien ce personnage qui se pose devant une table avec de multitudes de possibilités. Moi, ça me fait penser quand un bébé veut tout tester, tout toucher, tout mettre à la bouche. On a un côté où tout est possible, tout est potentiel. Le battleur, c'est l'enfant qui arrive sur Terre avec une énergie brute, curieuse et innocente. Ensuite, on arrive à l'arcane numéro 2, qui est la papesse. Quand on regarde la papesse, on voit quelque chose ou une personne qui est fort renfermée, qui est fort dans son histoire, qui observe les choses, qui sait finalement. Et avant même de comprendre le monde extérieur, l'âme se souvient, elle sait. La papesse porte la mémoire des vies passées, le savoir caché, l'inconscient. Elle est le lien entre le visible et l'invisible. L'enfant ressent avant même de comprendre. Assez vite, l'âme apprend à s'exprimer, à parler, à créer, à aimer. Elle découvre le lien à la mère, au féminin, à la créativité. Elle commence à prendre sa place dans la carte de l'impératrice. On le voit bien sur son blason, l'impératrice a un aigle. Et sur ce blason et sur cet aigle, il y a une aile qui n'est pas encore formée. On voit bien cette fragilité et ce début qui arrive. On a envie de commencer à créer, de commencer les choses. On balbutie, c'est le début du langage, c'est le début de la compréhension. Les choses commencent à se passer. On a envie d'apprendre le monde, de tester les choses. Et c'est pour ça qu'ensuite vient un cadre annoncé par l'empereur. Les règles, la famille, la société, l'autorité. L'âme apprend les limites, la stabilité, la sécurité. C'est l'ancrage dans la matière, la stabilité. Le 4 qui réconforte, qui nous permet peut-être de se lever de sa chaise, qui nous permet de prendre confiance en nous, qui nous permet en fait finalement de se dépasser. On voit bien dans l'empereur que l'aigle qui n'avait pas terminé son aile a changé de place et à son aile complètement terminée. Et quand bien même, il pond un œuf. Donc il y a vraiment ce côté où on se sent en sécurité de mettre notre créativité dans la matière. Après la naissance, la mémoire de l'âme, les souvenirs, donc les émotions, les ressentis, l'expression dans l'impératrice, la structure dans l'empereur, arrive la transmission. L'âme reçoit les enseignements, les valeurs, les croyances, les traditions. Ce qu'on lui dit être juste ou faux, le pape représente la spiritualité transmise de l'extérieur. Il peut représenter également un professeur, l'arrivée de l'école en fait. Tout ce lien avec le monde adulte et l'apprentissage du monde actuel.
Par ailleurs, on ne se sent plus seul, car dans cette carte du pape, on voit également deux personnages à ses pieds. Il y a ce côté où on se tourne vers la connaissance, mais on commence à relationner un peu. Dans l'arcane 6, il y a énormément de monde. Et c'est l'arcane de l'amoureux. Mais l'amoureux a un double sens et parfois on se trompe avec le mot qui est inscrit sur l'arcane. L'amoureux est une question plutôt de choix, d'un moment clé. L'âme doit choisir, suivre ce qu'on attend d'elle ou écouter son cœur. C'est le premier grand conflit intérieur. Où se place-t-elle? Ce dont elle a vraiment envie. Je pense que c'est une période avec cet arcane de l'amoureux de l'adolescence aussi, des premiers amours, des premiers tests, où on essaye un peu de désobéir pour se trouver enfin. Et ça se concrétise avec l'arcane 7, le chariot. L'âme avance, elle prend une direction, elle se construit une identité, une volonté, un ego, elle conquiert le monde, elle est prête à tout, elle veut se montrer, elle se sent puissante. Elle me fait penser, petite parenthèse, à la chanson de Laurie à 20 ans. Tout est possible. À 20 ans, on a l'impression que rien n'est impossible. Cet arcane 7 avec le chariot, c'est vraiment cette énergie de jeunesse, cette envie de tout casser et se dire que tout est possible, que rien ne va nous arriver. D'ailleurs, comme indication, il y a un chariot. Donc c'est peut-être l'âge où on passe aussi le permis, où on a le permis pour avancer dans la vie. Mais attention, chaque action a une conséquence. L'âme expérimente la responsabilité, l'équilibre, la réparation. Elle comprend que rien n'est au hasard. Et ça, c'est l'arcane 8 avec la justice qui met un stop au chariot. D'ailleurs, si on met l'arcane justice à côté du chariot, on voit bien ce stop-là brutal où on ne peut plus avancer. On a besoin de trouver l'équilibre. Il suffit d'aller dans tous les sens. Maintenant, il faut canaliser son énergie. Et on arrive progressivement à une première crise. Après l'agitation, le retrait, l'âme doute. Elle cherche un sens plus profond. C'est le début de l'introspection avec l'ermite. C'est la quête intérieure. On a l'impression que notre vie va plus lentement. Dans la vie, ça peut être aussi symbole de burn-out. On a besoin de s'isoler. Peut-être changement d'orientation. On a envie de se comprendre. On a envie d'être aligné avec ses valeurs. On a envie de faire quelque chose qui nous anime. On a envie d'avancer peut-être moins vite, mais avec plus d'affirmation, avec plus de sens. On veut mettre du sens à ses recherches et à sa vie. On a envie que notre vie, justement, a une direction qui fait sens pour qu'on puisse avancer. L'ermite est une carte très lente finalement. Elle fait ralentir ce chariot après la justice et il y a une sagesse qui arrive dans cette carte. La personne âgée est vraiment bien couverte, donc c'est peut-être le moment de se dire stop, je vais faire une introspection, je vais savoir qui je suis, je vais en quête de moi-même, de ma mission de vie. C'est une période qui entraîne des hauts et des bas, qui donne le sentiment de répétition. On est face à nos schémas répétitifs. On fait le bilan et en fait, cette ermite nous permet de comprendre que la vie est en mouvement. Et cela nous amène à la roue de fortune qui nous parle de cycle. Quand la roue de fortune arrive dans notre vie, on sent bien qu'on a vécu tout un cycle. Et soit on décide de changer de chemin et de faire quelque chose de neuf, soit malheureusement, on retourne dans nos travers ou dans nos schémas. L'arcane 10 est vraiment la croisée des chemins. J'ai dit que j'allais pas faire de numérologie, mais quand on voit l'arcane 10 symbolisé par une croix, parce que 10 est une croix en chiffre romain, c'est vraiment la croisée des chemins. Quand on est dans la roue de fortune, soit on décide, on prend les mêmes et on recommence, et du coup on va revenir à un moment donné à la roue de fortune, ou soit on décide vraiment de s'écouter, de changer et de prendre un autre chemin pour expérimenter et faire évoluer notre âme. Si l'âme a décidé de sortir de ses schémas, de ses blocages, elle va à la rencontre de la force qui est l'arcane 11
et qui représente la maîtrise intérieure. L'âme apprend à canaliser ses instincts, à transformer la peur en puissance. C'est la maturité émotionnelle. On voit bien ce lion qui sort de cette femme, qui a la tête parfois coupée. C'est bas les masques. On va à la rencontre de nos émotions et on apprend et on sait les maîtriser. Seulement, cette maîtrise ne suffit pas toujours. Et on a besoin de prendre un temps d'arrêt, un temps de stop, de changer de point de vue, observer les choses autrement, que les choses vont prendre beaucoup plus de temps que prévu, car on n'est plus dans l'énergie de cette jeunesse folle comme le chariot, on arrive avec l'arcane 12, le pendu. Et le pendu, il a cette chose qu'on ne voit pas, c'est que il ne sait pas ce que l'on regarde et puis il est enfermé. Il est enfermé dans la carte physiquement, il est enfermé peut-être dans sa façon de voir les choses et c'est pour ça qu'il décide de se mettre autrement pour observer le monde autrement, sûrement pour quitter ses schémas, vu qu'il vient de travailler sur lui et sur ses émotions. Maintenant, il a besoin de voir la vie autrement pour pouvoir avancer et dépasser ses schémas, ses blocs. En général, le pendu est une carte assez douloureuse à vivre. On ne l'aime pas trop quand elle vient et elle peut rester longtemps dans un tirage ou dans une guidance parce que le pendu vient avec un apprentissage qui est très fort, très intense et parfois douloureux. La carte qui viendra couper la corde du pendu est l'arcane 13. Ce n'est pas un hasard si l'arcane 13 arrive après le pendu. Elle vient couper la corde pour que, suite à ce changement de point de vue, on puisse se mettre en marche. Mais comme je vous ai dit, la carte du pendu n'est pas une carte facile forcément à vivre pour l'âme. Et donc, quand elle se remet sur pied, elle a parfois des difficultés à avancer. On le voit bien dans cette arcane 13 qui a besoin en fait d'une canne ou qui a besoin de s'appuyer sur quelque chose qui est une faux là, vue. Mais si on regarde bien, on peut comparer l'arcane 13 avec le mât. C'est la même posture, c'est la même chose, sauf que l'arcane 13 est complètement dépouillé de vêtements, même c'est un personnage squelettique qui a du mal à avancer avec une jambe bleue. On voit des membres coupés, des têtes coupées. On se dit que la personne a dû couper les liens, couper les choses qui ont dû lui faire mal pour refaire terre neuve. L'arcane 13 représente un personnage sur une terre noire et souvent, dans certaines cultures, on brûlait les terres pour que une nouvelle agriculture ou voilà, que la terre reprenne vie. Et ça se faisait très souvent. Donc, on brûle tout ce qui était dans notre vie pour reprendre un peu de tout à zéro. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'arcane de la mort symbolique, parce qu'on dit que l'ancien soi meurt, l'identité, les croyances et les illusions tombent, l'âme se dépouille, c'est pour ça qu'on a un personnage squelettique, c'est une mort initiatique. Après cette mort initiatique arrive la belle tempérance. Un ange qui a la possibilité de s'envoler mais qui décide de rester ancré sur terre. Elle est en train de jauger, d'équilibrer les choses. Il y a une forme de réparation, de douceur dans cette carte. Elle retrouve l'harmonie et fait en sorte qu'on pose le pour et le contre. On voit ce qui est besoin ou pas à mettre dans notre vie pour pouvoir continuer à avancer. Elle tempère les choses, elle fait revivre les choses. C'est un peu comme après une mort symbolique, c'est l'espoir. L'ange revient. On commence à croire à des choses belles, à des choses possibles pour nous. On tempère nos propos, on tempère les choses. On se dit on est capable de tout, mais on aime bien aussi redescendre sur terre pour apprendre ce qu'il y a à apprendre sur terre. Après l'ange de la tempérance, un autre ange arrive en jeu dans l'arcane 15, c'est le diable, l'attachement, les dernières chaînes, le pouvoir, les peurs, les dépendances, les désirs. L'âme doit regarder ses ombres. J'aime à dire que le diable me fait penser à l'allégorie de Platon, de la caverne de Platon.
Je ne sais pas si vous connaissez, mais pour vous donner une image, c'est une population, une société qui est enfermée dans une grotte. D'ailleurs, dans l'arcane du diable, on voit bien ce personnage qui est dans le noir, qui tient un flambeau. Et pour moi, ce flambeau est aussi en lien avec la connaissance. Mais ça, je reviendrai plus tard. Et alors, dans cette allégorie de la caverne, vous imaginez une population, enfin une société entière, enfermée dans une grotte, obligée de regarder vers la paroi de la grotte. Sur cette paroi est projetée des images. Cette projection est donnée par un feu derrière ces personnes et d'autres personnages sont en train de montrer des silhouettes ou des objets. Et en fait, les personnes qui sont attachées dans la grotte, elles regardent que la projection de ces images. Le diable, en fait, nous parle de ces illusions, de nos peurs, de nos pensées limitantes. Alors, même si une personne décide de se retourner et de voir l'entrée de la grotte, est-ce qu'elle oserait sortir de cette grotte? Est-ce qu'elle n'aurait pas peur de cet inconnu? Est-ce qu'elle ne préférerait pas rester attachée? Et autre question, imaginons que quelqu'un se détache et décide de sortir de cette grotte pour voir la lumière et pour voir le monde qui l'entoure. Il reviendrait dans cette grotte pour dire aux autres, regardez ce que j'ai vu, regardez ce que j'ai vécu. Ce que vous regardez, c'est une projection de la vérité. Est-ce que cette perception-là, cette nouvelle perception-là, aurait un bon accueil ou n'entraînerait pas les peurs des autres et les autres, la société qui reste enfermée, ne demanderait pas justement à la neutralisation de cette personne qui a ce nouveau regard. Et je trouve que l'arcane 15 va au-delà de tout. C'est vraiment ce changement de point de vue sur le monde qui fait que nous commençons à être différents. Nous commençons à changer de perception parce qu'on se libère justement des dernières chaînes. C'est pour ça qu'on ne peut plus rester enfermé. C'est pour cela qu'on se sent étouffé dans la maison de Dieu qui est l'arcane 16. Dans l'arcane 16, tout explose. Et en plus, c'est joyeux parce qu'on voit plein de petits points qui ressemblent à des confettis. Il y a un côté très festif, je trouve, dans la maison de Dieu. C'est tout ce qui était faux s'écroule, les illusions, les constructions mentales, les égos. C'est un réveil brutal, mais nécessaire. On sort du cadre, on sort des constructions, on sort peut-être du mental ou de nos pensées limitantes. On sort en fait du cadre. On est peut-être enfin nous, on se révèle à autre chose, mais on quitte tout ce qui a pu nous enfermer ou nous cloisonner. Après ce grand tumulte, on revient à l'essentiel et on comprend que l'essentiel est invisible aux yeux et aux âmes insensibles. Et on se reconnecte à notre sensibilité tout en rejetant le poids du passé. L'étoile, avec un genou à terre, reprend espoir de se reconnecter à sa nature profonde dans ce jardin d'Éden. L'étoile est une sorte de reconnexion avec son enfant intérieur, de se parler vraiment à cette âme sensible, émotive, naïve, mais tellement belle, tellement amusante. J'aime beaucoup voir cette bouche qui arrive au niveau de son ventre. Est-elle enceinte ou c'est simplement son enfant intérieur qui commence à prendre forme pour pouvoir lui parler? Une fois qu'on a été mère dans l'étoile de son enfant intérieur, nous pouvons passer par un travail qui passe par l'inconscient, par la peur, les mémoires, les émotions enfouies. C'est la nuit noire, la nuit de l'âme qui est représentée par la lune, le changement d'état, les choses qui nous faisaient peur où on n'a pas encore mis le doigt dessus, c'est à ce moment-là que les choses ressurgissent. D'ailleurs, on le voit bien avec ce homard qui sort de l'eau, où on se dit que le travail n'est pas encore fini et qu'il nous reste encore cette dernière étape pour prendre conscience de qui on est vraiment pour aller jusqu'au bout de nos ombres, pour aller jusqu'au bout de ces reflets, de ces, de ces illusions encore enfouies en nous. Après la nuit, le soleil. C'est
la clarté revient, l'âme retrouve la joie, la vérité, la simplicité. Elle se reconnaît et elle retrouve des semblables comme elle. C'est un peu, on a trouvé le bout du chemin, on est monté au-dessus de la montagne, on a éclairé tout ce qui avait besoin d'être éclairé pour se reconnecter à soi. Est-ce que le soleil représente deux personnages l'un avec l'autre ou simplement l'âme qui reconnaît son corps et que le corps incarné reconnaît son âme? C'est un peu comme remettre du soleil à l'intérieur de son corps. D'ailleurs, on voit bien que l'un des personnages, avec sa main, touche le chakra solaire de l'autre personnage. Pour moi, c'est un peu un indice. Une fois que l'âme a l'impression d'avoir accompli son chemin d'âme, d'avoir transmuté par toutes ces étapes, il y a ce sentiment de réveil avec le jugement, d'entendre l'appel avec cette trompette. Elle se souvient de qui elle est vraiment et elle s'élève. Elle a envie de s'élever. Elle a envie de redevenir âme. D'ailleurs, on voit bien avec ce personnage au centre qui est bleu, et le bleu dans le tarot de Marseille, c'est tout ce qui est en lien avec l'esprit. Et du coup, il y a ce côté où on redevient esprit. On est reconnecté plus à notre âme qu'à l'incarnation. On peut voir cette carte de jugement avec ces trois personnages en bas de l'image, comme ces deux personnages qui prient pour la montée de cette âme qui rejoint cet ange au milieu qui l'appelle avec cette trompette. Le monde, pour moi, est une arcane assez particulière parce qu'elle montre une carte où l'âme serait complète. Elle a fini son travail, elle a intégré la matière et l'esprit. Elle a ce côté où elle est entourée par 4 personnages qui représentent dans le schéma du tarot de Marseille les deniers, les épées, les coupes et les bâtons. Et finalement, c'est comme si elle était entourée, qu'elle était complète avec ces 4 piliers dans la matière. Et en fait, elle est au centre de tout. Elle est prête à retourner à l'unité. Elle est prête, en fait, à s'envoler. Est-ce que elle va recommencer un nouveau cycle ou est-ce qu'elle décide de rester justement dans cet état de parfait contentement de l'âme? Pour conclure cet épisode qui est assez long, et c'est pour ça que j'ai pas essayé de trop détailler chaque carte, là je vous ai parlé plutôt de ce mouvement, de ce changement d'étape d'âme par rapport au tarot de Marseille. Je vous ai montré le tarot de Marseille comme le voyage de l'âme et finalement cet outil-là nous montre un peu le cheminement qu'on peut avoir tout au long de notre vie, tout au long de notre incarnation d'âme. Et donc là, on est plutôt parti dans le côté de guidance que dans la prédiction d'avenir. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que ce podcast n'a pas été trop long et que je n'ai pas trop bafouillé. Ça, je verrai ça au montage, si je peux couper 2-3 choses quand même. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast. Et les tout débuts, c'est mon tout premier, c'est les premiers épisodes. Donc, un grand merci si vous partagez ce podcast. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux Instagram, Facebook et c'est tout. Et YouTube aussi, ce podcast se retrouvera sur YouTube. Je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Julie!